Est-ce un signe de banalisation du crime de sang? Il ne passe plus un jour sans qu'on enregistre le meurtre d'une ou de plusieurs personnes par affrontement direct, et donc de personne à personne. Un homme qui tue sa femme, une femme qui tue son mari, un policier qui en tue un autre, et qu'on découvre des corps qui sont rejetés dans la nature. On ne parle pas de dizaines de personnes mortes calcinées dans leur maison, un phénomène qui est apparu au mois de juillet et bien sûr des crimes politiques avec notamment des disparitions forcées de personnes appartenant à des partis politiques de l'opposition. Les formes de crimes de sang sont donc encore plus diversifiées ces derniers jours et la question que tout le monde se pose, pourquoi et que faut-il faire? Deux invités pour en parler. D'abord, Ernest Nkurunziza. Vous êtes plus connu sur nos plateaux comme secrétaire exécutif du Forum pour le renforcement de la société civile, Force. Mais aujourd'hui, nous avons fait également appel à vous pour votre expertise en tant que psychologue. Bonjour. Bonjour Franck. Nous sommes également avec Bonfils Nyongere, journaliste à la radio Inzamba Agate Kakawe, mais vous avez beaucoup travaillé sur un bon nombre de cas, justement, de ces meurtres qui s'observent ces derniers jours. Bonjour, Bonfils. Bonjour. On commence par vous, avec vous, Bonfils Nyongere. Des cas de meurtre, d'assassinat sur la radio Nzamba ne sont pas une nouveauté, et loin de là, sans faux. Y aurait-il une particularité que ces cas qui sont rapportés ces derniers jours auraient? Des particularités que l'on a pu remarquer sur des cas reportés à la radio Nzamba, ce sont des personnes mortes calcinées dans leur maison, des enquêtes apparemment n'aboutissent pas. Il y a des cas de Muyinga, il y a le cas de Chibitoke d'une femme qui a calciné son mari après l'avoir tué. Il y a aussi également des tueries qui se font remarquer à travers le pays. Il y a le cas de Rutana, il y a le cas de Muramvya, il y a le cas de Buhiga, de Karuzi, il y a le cas de Karuzi, il y a des cas récents, plus récents de Muramvya, de Kayanza où un policier tue un autre policier. Il y a un militaire qui tente de faire du mal à la population de Muyinga et que la police intervient pour arrêter ce genre de criminalité ou de crimes ou de bavures militaires qui sont donc arrêtés par la police dans la localité. Mais quand vous dites que c'est différent, c'est sur le plan de la forme ou c'est sur quel plan? C'est sur le plan de la forme, mais également, au fond, il y a cette forme d'inhumation directe des corps sans vie qui sont découvertes ici et là, sans qu'il y ait des enquêtes approfondies pour savoir qui a été tué et quels ont été les mobiles de cet assassinat. Mais tout cela a toujours été dénoncé quand on a toujours entendu sur les médias, en particulier des médias en exil comme Nzamba, des cas d'enterrement de corps qui sont découverts ici et là et qui sont enterrés sans être identifiés. Ce n'est pas une première. Est-ce que c'est beaucoup plus en termes de fréquence? Ouais, il y a beaucoup plus en forme de fréquence, mais également des tueries qui se font au grand jour. Il y a un homme qui a été tué par un autre homme à Bouganda, l'accusant d'avoir des relations de concubinage avec sa femme. Et c'est dramatique qu'un homme tue un autre homme de la route en pleine journée. Mais ce n'est pas une première au Burundi. Ce n'est pas une première, mais ça prend... C'est beaucoup plus fréquent aujourd'hui. C'est beaucoup plus fréquent aujourd'hui, mais également il y a cette forme de jet de grenade ou d'explosion de grenade dans Bukemba, en province de Rutana, et à Charama, à Bujumbura, mais également à Gifugwe, dans la province de Bubanza, commune Mhanda. Quand vous parlez de Charama, il y a une particularité parce que les victimes étaient des enfants. C'était des enfants qui jouaient à la grenade, c'est-à-dire il y a des armes qui purulent, des armes à feu qui purulent dans la population. Le désarmement n'a pas abouti. Je me tourne vers vous maintenant, pour commencer en tant que secrétaire exécutif du Force, avant d'en arriver à l'analyse psychologique des faits. Sentez-vous une différence sur la forme dans les cas que votre organisation, Force, répertorie ces derniers jours?
les cas de crime? Si, effectivement, comme mon collègue vient de le dire, hein, les crimes ont pris une allure inquiétante aujourd'hui. Et aujourd'hui, mais ça, vous l'avez toujours dit. Oui, on voit des formes variées aujourd'hui. Ah, parce qu'avant, on avait l'habitude de voir des opposants politiques, des opposants présumés, opposants politiques qui étaient tués pour des mobiles politiques. Mais aujourd'hui, il s'ajoute d'autres crimes. On voit par exemple des filles qui sont violées et qui sont assassinées par après. On voit par exemple des maris qui tuent leurs femmes, des femmes qui tuent leurs maris. On voit une forme de criminalité qui se diversifie de plus en plus. Mais on a parlé de crimes, les crimes qui se commettent aujourd'hui dans le pays. Moi, vraiment, on voit aujourd'hui que le crime au Burundi a dépassé les frontières. Non seulement il se trouve dans le pays, mais aussi... Vous voulez dire ce n'est pas cynique, je veux dire... Vous voulez dire qu'il s'internationalise? Non, vous voyez, mais aujourd'hui, les criminels quittent le Burundi, ils se dirigent dans les camps de réfugiés pour tuer les réfugiés, les enlever. Aujourd'hui, nous avons une information que les réfugiés là qui sont enlevés des camps de réfugiés en Tanzanie sont amenés sur la frontière et sont tués là-bas. Et qui le fait? Ce sont des Burundais? Et aujourd'hui, la frontière du Burundi avec la Tanzanie est devenue comme un cimetière. Aujourd'hui, les envoyés du gouvernement, les criminels du Burundi vont là-bas, les enlèvent, les amènent à la frontière, les tuent et les mettent dans des fosses communes. Avec la complicité de la police tanzanienne? Avec la complicité, bien sûr, de la police tanzanienne. Mais on sait que la police tanzanienne travaille étroitement. Non, on peut même parler de la Tanzanie, qui aujourd'hui est complice de la criminalité qui commet au Burundi sur le sol tanzanien. Donc, les réfugiés, c'est comme si ces camps de réfugiés se trouvaient à l'intérieur du pays aujourd'hui. Parce que les Burundais traversent la frontière, les criminels burundais traversent les frontières pour aller tuer librement. Mais comment est-ce que vous savez cela? Mais il y a des victimes qui le disent. Donc, qui ont survécu. Qui ont survécu de ces crimes. Il y a des informations qui sont données par des Imbonerakure et même par les criminels. Il y a des Imbonerakure, par exemple, qu'on envoie là-bas et qui y vont par contrainte et qui ne sont pas contents de ces crimes et qui les dénoncent. Ah, donc, vous savez, les informations, nous les avons de la part. On a l'habitude d'entendre que les Imbonerakure... ces agents même qui sont envoyés là-bas. On a l'habitude d'entendre que les Imbonerakure sont plutôt sur le plan criminel et tout. Et donc, il y en a qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qui se fait. Mais oui, tous les Imbonerakure ne sont pas des criminels. Il y a des criminels parmi les Imbonerakure, mais les Imbonerakure, tous ne sont pas des criminels. Ça, c'est une réalité. C'est une bonne réalité. Et donc, ce sont ces Imbonerakure qui dénoncent ces crimes qui se commettent sur les frontières. Donc, la criminalité à l'intérieur du pays est une triste réalité. Et ce qui est grave, c'est qu'elle traverse les frontières. Criminalité traverse les frontières pour aller tuer dans d'autres pays de la région. Un autre fait, tout de même, qui semble positif, c'est des procès qui sont en flagrance, qui sont tenus à la suite de certains de ces crimes, avec de lourdes condamnations, de 20 ans de prison ou encore de prison à vie. Est-ce un bon signe, bon fils? C'est un bon signe, mais ça ne justifie pas ce qui se fait et ça ne justifie pas l'impunité dont bénéficient certains de ces criminels. C'est plutôt une certaine forme de mascarade que le pouvoir en place aujourd'hui essaie de faire pour se dédouaner de ces crimes. Et pourtant, ceux qui sont condamnés sont les vrais criminels. Oui, ce sont les vrais criminels, les exécutants, mais les commanditaires ne sont jamais à inquiéter.
Mais quand vous parlez de commanditaire, un homme qui tue sa femme, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui est derrière pour lui dire de tuer son épouse? Voilà, vous venez de démontrer que ce ne sont que des mascarades. Bien sûr, un homme qui tue sa femme, il est traduit en justice. Une femme qui tue son mari, elle est traduite en justice. Mais des cas de violation grave des droits de l'homme, des Imbonerakure qui se vantent d'avoir tué une personne ne sont pas inquiétés. Il y a des Imbonerakure qui justifient... Vous avez des exemples? Oui, il y a l'Imbonerakure surnommé Mafieri de Maramvia qui a sorti une audio sous commissaire militaire qui commence par son indicatif. Il dit nous Mafieri, indicatif Maramvia 15e transversal, nous venons de faire quelque chose et nous sommes aux aguets toujours. Et merci pour ceux qui ont commis l'affaire. Pour parler d'un crime qu'ils venaient de commettre et de dire que l'autre, nous sommes nous aussi aux aguets. Il y a ceux qui ont des torches, ils sont en train d'éclairer et quiconque tentera aura le même châtiment que celui-ci. Et le lendemain, on y découvre un cadavre. Et ces gens-là qui se vantent ne sont jamais inquiétés. Est-ce que tu penses que c'est une forme de répression des crimes? Non, ce n'est pas une répression des crimes, mais une sorte de mascarade pour donner donc pour tromper l'opinion, et dire que même les crimes qui sont commis sont réprimés d'une façon exemplaire. Et je reviens aussi sur les cas de Kayogoro. Les cas de Kayogoro des Imbonerakure qui tuaient à Makamba, des gens en provenance de la Tanzanie. On a arrêté les simples exécutants. L'administrateur de la commune de Kayogoro, Zaché Misago, ne devrait pas être épargné par la justice de ces histoires parce qu'il devrait être au courant, puisque le responsable des Imbonerakure dans la zone Bigina, frontière de la Tanzanie, vers Mugeni et Gatwe, il s'appelle Nhaki, c'est le beau-frère de l'administrateur. Il devrait donner le rapport journalier de ce qu'il faisait. Et donc, vous avez des éléments qui prouvent qu'il est impliqué dans ces crimes? Tu vois ton beau-frère, tu sais tes revenus. Tu vois une maison construite en matériaux durables. Tu vois une voiture qu'il achète. Peut-être que tu l'accompagnes ou tu vas même acheter à sa place. Est-ce que tu ne peux pas le demander où il a trouvé cet argent? Et pourtant, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées justement dans cette affaire à Makamba et qui sont aujourd'hui devant la justice. Ils sont devant la justice. Il y a de simples citoyens, il y a des policiers et même des officiers. Même des Imbonerakure aussi. Même le responsable de la zone Bigina. Mais lorsqu'il a... Est-ce que ce n'est pas peut-être un bon début? Mais lorsque Zaché Misago est venu dans la zone Gatabo présenter le nouveau chef de zone, il a demandé à la population de ne plus révéler les situations qui se passent à la frontière burundo-tanzanienne. Vous l'avez vraiment entendu parler de ça? Oui, nous avons eu des informations des personnes qui étaient sur place et qui ont écouté de la bouche de l'administrateur et qui l'ont témoigné. Même la radio LPR, je pense, a traité de ce sujet. Je suis au courant, je ne me souviens pas de la date, mais je suis réellement au courant de ça. Et l'administrateur qui condamne les habitants de la frontière burundo-tanzanienne, qui dénonce les abus qui sont commis par les Imbonerakure et par les administratifs. Et l'administrateur vient les sommer de ne plus dénoncer ça. Est-ce qu'il n'a jamais été inquiété? Et même le responsable de la police dans la région sud, le commissaire Tadebiro Tegusa, devrait être poursuivi en justice pour ça. Parce que le responsable de la police dans une région, quelconque dans une région donnée, il doit avoir toutes les informations, puisqu'il a tout l'arsenal, tous les leviers de rechercher des informations dans sa circonscription. Aujourd'hui, c'est une trentaine de personnes qui ont été arrêtées. Peut-être que leur tour viendra. Peut-être. Ernest, parmi... mais je suis pessimiste. C'est votre droit. Ernest, parmi les arguments que vous avancez depuis longtemps, c'est l'impunité pour expliquer les crimes qui se commettent dans le pays. Le procès en flagrance que l'on observe ces derniers jours, est-ce qu'il ne vous rassure pas? Non, vous savez, ça ne me rassure pas, parce que
il faut regarder les auteurs de ces procès en flagrance, les criminels qui sont jugés, c'est qui? Parce qu'on remarque, parce qu'il faut différencier, mon frère, il faut différencier ce qu'on appelle les crimes de droit commun et les violations des droits de l'homme. On remarque que les criminels des droits communs sont les plus touchés par ce jugement en flagrance. Parce que les auteurs des violations des droits de l'homme ne sont pas de manière générale poursuivis. Les exemples sont légion. Et le cas de Makamba, on voit par exemple, on voit que les commanditaires de ces crimes n'ont pas été inquiétés. Et vous avez remarqué la même chose dans votre organisation? Nous remarquons exactement la même chose. On voit que les crimes, par exemple, qui sont commis par les Imbonerakure, parce que les violations des droits de l'homme, les crimes de droits de l'homme, c'est un crime qui est commis par un agent de l'administration. Et au cours de sa profession, de son travail. Mais on a quand même entendu certains Imbonerakure qui sont poursuivis ces derniers temps, non? Mais non, on a donné l'exemple là de Mafieri, de Maramzia. Qui se targue d'avoir tué et qui n'est pas inquiété. Celui-là, il n'est pas un agent public, c'est un particulier, mais qui agit dans la complicité de l'administration, de la police. Encore qu'un agent public ne pourrait pas se targuer d'avoir tué non plus. C'est ça. Donc, on voit que les crimes qui sont poursuivis sont, de manière générale, des crimes de droit commun, par un mari qui tue sa femme, une femme qui tue son mari, un policier qui tue un autre policier. Là, ne vous en faites pas, ça c'est un crime de droit commun, même si c'est un agent public. Donc, on voit que les auteurs, les vrais auteurs, ne sont pas punis. Les gens là qui enseignent, qui lancent des discours de haine, etc., est-ce qu'ils sont inquiétés? Parce que ce sont ces gens-là qui, effectivement, nourrissent la criminalité dans le pays. Mais c'est une justice à double vitesse. Une femme qui a injurié des femmes policiers, qui disaient que ce sont comme des éperviens qui marchent l'une derrière l'autre, mais a été emprisonnée avec une amende lourde, mais de Kenikro de Ndouimana qui lance des discours de haine, le colonel Steve qui lance des discours de haine, ils n'ont jamais été inquiétés. Non, aujourd'hui ils sont en train d'être soutenus, même financièrement, par, même par le parti au pouvoir. Et c'est un signe qui ne présage rien de bon. Et on voit même que ce sont les victimes aujourd'hui qui sont poursuivis par cette justice instrumentalisée. Combien de membres du CNR aujourd'hui qui sont emprisonnés alors qui sont pris comme des criminels alors que ce sont des victimes. Quelle est cette justice qui travaille comme ça? Et donc pour vous, tous ces cas de flagrance ne sont rien que de la poudre aux yeux? Ce sont de la poudre aux yeux. C'est le mot. Parmi les cas que la radio Inzamba, juste en quelques mots, a rapporté, y en a-t-il qui revêtent effectivement le caractère politique auquel on était habitué ces derniers jours? Oui, il y a des caractères un peu politiques auxquels on était habitué ces derniers jours. Il y a ces cas de Mafieri, mais qui se targuent d'avoir tué une personne, qui dit qu'ils sont en train de patrouiller toutes parts, que rien n'a signalé dans leur localité, en se faisant des indicatifs comme si c'était un organe de police ou de l'armée qui était en train de communiquer par rapport à l'autre. Il y a aussi les cas à caractère politique du jeu de grenade à Bukemba. On dit que c'est un membre du CNR que ce jet de grenade visait une famille de membres du CNL. Il y a également le cas d'Ogi Fourkwe. C'était aussi les membres du CNR qui étaient visés. En fait, vous voulez dire en fait que ces cas qui se multiplient de crimes de personne à personne, d'affrontements directs, en fait, sont en train quelque part
C'est comme si ces autres crimes n'existaient plus, alors qu'ils sont toujours Ils sont une toujours là, réalité. même le policier qui a tué l'autre policier à Kayanza. C'était un policier ex-PMPA qui a tué un policier ex-FAB. C'est-à-dire qu'ils sont revenus dans leurs anciennes histoires de bataille entre ex-FAB et ex-PMPA lorsqu'il était encore le temps de la rébellion. Merci pour... Quelque chose à préciser sur ce qu'il était en train de dire. Assez rapidement. Oui, vous c'est savez, j'ai parlé de crimes de droit commun, de différencier les crimes de droit commun et les violations des droits de l'homme. Mais vous savez, un crime de droit commun peut, à un certain moment, devenir une violation des droits de l'homme. Je vous donne le cas. Le policier, le policier de Rutana, qui a violé une fille et qui l'a tuée par après. L'OPJ là, qui n'a pas été inquiété. Il n'est pas inquiété jusqu'aujourd'hui. Alors que tout le monde sait que c'est lui l'assassin. Et la justice n'agit pas. Au départ, c'est un crime de droit commun, mais à la fin, c'est une violation des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que il n'y a eu aucune réponse de la part de l'autorité qui devrait prendre les mesures adéquates. De réprimer le coupable. Et si c'est un problème de preuve? Mais non! Ce n'est pas un problème de preuve. Parce qu'il n'y a pas eu d'enquête. Il y aurait un problème de preuve lorsque la fille disait qu'elle avait acheté des unités. On a découvert que le dernier appel, le dernier appel, c'était celui de l'OPG. Les messages textos qui étaient envoyés et reçus toute la journée, c'était ceux de la fille et de l'OPG. Est-ce qu'il y avait au moins, il devrait y avoir au moins une enquête sur la personne de l'OPG. Certainement. Mais il n'a pas été inquiété. Merci, il n'a jamais inquiété. Il est toujours libre. Merci pour ces exemples. C'est terrible. Merci pour ces exemples. Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission produite en synergie par les radios Inzamba, Agate Kakawe et la RPA, ainsi que la télévision Renaissance. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la diversification plus large des formes de crimes de sang qui s'observent ces derniers jours. Et nos invités du jour sont Bonfils Nyongere, journaliste à la radio Nzamba Agate Kakawe, et Ernest Nkurunziza, secrétaire exécutif du Force, qui est également psychologue. Et justement, Ernest, cette fois-ci, en tant que psychologue, quelle explication donnez-vous à cette recrudescence du crime de personne à personne? Vous savez, depuis pratiquement 2015, il se passe des choses inquiétantes dans le pays. Vous voyez, on a commencé à tuer les gens, le crime est devenu comme normal. Et cela, aujourd'hui, au fil des années, le crime se diversifie, effectivement, comme tu le dis. Et le crime devient de plus en plus grave, parce qu'il a été entretenu, hein? Parce que les auteurs n'ont pas été punis, etc. etc. Alors, aujourd'hui, la réalité au Burundi, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on peut expliquer le phénomène de criminalité en quatre façons d'expliquer. 4 facteurs, disons. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une détérioration des relations entre les Burundais. Il y a une détérioration des relations, sociales entre les individus. Parce qu'aujourd'hui, je te respecte. Non pas parce que tu es un homme comme moi, qui a ses droits, qui a la dignité. Je te respecte. Ou parce que tu es un voisin. Ou parce que tu es un voisin. Ou parce que tu es un voisin. Ou parce que tu es un parent. Même un parent. Je te respecte parce que tu es membre de mon parti politique qui est au pouvoir. Ça, c'est très grave. Hein? Si tu n'es pas membre de mon parti, tu es un homme à abattre. C'est ça qui règle aujourd'hui les relations interhumaines. Et c'est une situation dramatique. C'est une situation grave. Certes. Ça, c'était un premier fait. Deuxième chose, aujourd'hui, les normes et les valeurs
n'ont plus de pouvoir de contrainte sur les individus. Ça veut dire, aujourd'hui... Les gens, ils les bafouent. Les gens les bafouent comme ils l'entendent. comme ils l'entendent. Eh bien, je suis membre du parti au pouvoir, j'ai un pouvoir sur toi. Et sur ma vie. Et j'ai droit de vie. La vie ou la mort. Ah oui, je peux te faire tout ce que je veux et je ne serai pas inquiété. Mais le crime a toujours existé au Burundi. Mais ça a toujours existé, mais aujourd'hui, le crime prend de plus en plus une ampleur catastrophique. Parce que la situation aujourd'hui n'est pas normale au Burundi. La situation sociopolitique est problématique. Alors, troisième élément, c'est aujourd'hui on voit qu'il y a des opportunités politiques qui donnent la promotion à la violence, qui donnent la promotion au crime. Vous voyez par exemple pendant les élections, nous venons de vivre une situation électorale. Et cette situation électorale qui a été caractérisée par des... Quand vous parlez d'opportunités, ce sont des contextes. Les contextes politiques qui promettent, qui mettent en avant le crime. Et c'est au sortir de ce contexte politique, les gens, ils ont perdu la tête. Vous voulez notamment parler d'élections? Oui, les élections, les campagnes électorales. La promotion donc, des ça gens veut dire, qui ça veut dire les opportunités de créer des contextes de crime. Vous avez vu comment, par exemple... Alors, ça a des influences sur le comportement des gens. Ça a des conséquences sur le comportement des Imbonerakure, parce que pendant ces périodes, eh bien, la loi est en congé. Les normes sont en congé. Les valeurs sont en congé. Il faut faire n'importe quoi à condition que le parti politique qui est au pouvoir gagne les élections. Vous voulez dire que c'est coordonné, vous voulez dire que c'est entretenu à bon escient? C'est entretenu pendant cette période. Même après. Oui. C'est entretenu. On entretient la violence, on entretient le crime, on entretient les délinquants, on leur donne de la valeur, de façon que les comportements, les gens font ce qu'on appelle le passage à l'acte. Ça devient facile. Le quatrième facteur? Le quatrième facteur, ce sont les instruments de contrainte, les instruments d'application des règles qui sont inefficaces. Là, je veux parler de la police, de la justice, de l'administration, des instances de justice, etc. Aujourd'hui, vous savez comment elles travaillent. Ce sont les membres, les gens qui devaient sanctionner, qui devaient faire respecter la loi. Ce sont ces gens-là qui la violent. Ce sont ces gens-là qui la violent. Aujourd'hui, vous voyez par exemple, la justice, au lieu de poursuivre le délinquant, ils poursuivent la victime. Ils poursuivent la victime. Donc, les instruments d'application de la loi sont aujourd'hui inefficaces, ils sont déficitaires, et c'est ce qui amène cet ensemble va influencer le comportement du délinquant qui va passer à l'acte comme à la normale, parce qu'il sait que on ne mesure plus les conséquences des actes qu'on va poser. Merci beaucoup pour ces explications. Bonfils, la radio Nzamba a fait intervenir beaucoup de personnes sur ces mesures, c'est plutôt sur ces meurtres. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'intervention des différentes personnes, mais également des Burundais qui sont dans le pays par rapport à tous ces meurtres? Il y en a ceux qui condamnent ce genre de meurtre. C'est bien sûr les défenseurs des droits de l'homme. Il y a aussi les journalistes, les professionnels des médias, mais aussi les politiciens
en exil, mais il y a également certains des politiciens qui restent au Burundi, mais qui sont des opposants. Ils condamnent ce genre de meurtre. Mais également, au niveau du pouvoir, vous savez qu'ils sont réticents par rapport à l'expression de leur volonté ou à l'expression de leur politique dans le sens de réprimer ce genre de crime. Seulement, ce qu'on a pu retenir par rapport à ce genre de crime, c'est que le président de la République, quand il était en province Moaro, il a mis en garde la justice de ne plus travailler dans le sens de corruption ou de faveur ou de favoritisme etc. Ce qui est un bon discours. C'est un bon discours, mais c'est toujours la poudre aux yeux. Il a dit que quand la justice ou un juge mal le procès, il crée des conflits, même une guerre entre concitoyens. Et que dites-vous de cet appel? Parce que le même président, il y a le président de la République, par exemple, qui est en train d'appeler régulièrement les réfugiés à rentrer dans un contexte comme celui que nous sommes en train de décrire dans cette émission. Oui, l'appel lancé à l'endroit des réfugiés de rentrer, c'est bon, mais lorsque il faut demander aux réfugiés de rentrer, c'est pas le président de la République qui va demander ou qui va convaincre les réfugiés de rentrer au pays. C'est plutôt la situation sociopolitique, la situation politico-sécurité qui va donner l'envie des réfugiés à rentrer dans leur pays. Par exemple, il faudrait d'abord libérer les prisonniers d'opinion, les prisonniers politiques. Il faudrait également réprimer tous les criminels de sang qui font remarquer, qui sont dans des rapports de la société civile burundaise, qui sont dans les rapports de la Commission d'enquête des Nations Unies. Mais ce que je vois, c'est plutôt la promotion de ce genre de présumés criminels. À titre d'exemple, la nomination du gouvernement, le nouveau gouvernement qui a été nommé, il y a parmi les ministres les présumés criminels. Et également, il y a aussi des visages qui nous présagent. Là, vous voulez parler de Boudioni et de Ndakugarika et consorts. Mais également, il y a des visages qui ne présagent rien de beau. Il y a le visage du nouveau président de l'Assemblée nationale qui a des fois proféré des discours intempestivement, des discours de haine. Il y a également le doyen des âges parmi les députés qui a dirigé les travaux de l'Assemblée nationale avant l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, le venant Sinzinghayo. Il est parmi les criminels instigateurs du crime en 1993. L'ONU a qualifié ce crime de génocide qui a été commis contre les Tutsis et les Hutus qui n'étaient pas du tout donc il n'était pas du côté des Frodebo à l'époque. Mais celui-là... Sauf que nous sommes en 2020. Même si nous sommes en 2020, les mêmes causes entraînent toujours les mêmes conséquences. Et parmi les victimes ou les rescapés de ce genre de crime, ils voient comment, et ceux qui sont à l'intérieur, même ceux qui sont à l'extérieur du pays, comment vont-ils se sentir à l'aise pour rentrer dans ce pays? Pour terminer, parce que le temps passe très très vite, est-ce que vous pensez que ce phénomène de ces crimes qui sont en train de se diversifier, qui prennent une ampleur sans précédent, vous pensez que c'est un phénomène passager? Non, ce n'est pas un phénomène passager. C'est comme il le dit. Autrement dit, que faut-il faire pour... c'est un phénomène qui a des racines. Le crime est entretenu. Le crime, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Il est en train de parler, par exemple, des criminels connus depuis longtemps. Des gens qui ont tué en 93, qui ont été dans la forêt, qui ont tué des gens sur les routes, des gens qui ont tué dans des sites de déplacés. Dans des sites de déplacés. Dans des écoles. Ce sont des gens qui sont habitués au crime. Et c'est ce même crime qui a fait leur promotion. On dirait que ils ont été gratifiés d'avoir commis des crimes. En fait, en conclusion, vous dites
les crimes du passé expliquent les crimes du présent. Absolument, absolument. Oui. Ça veut dire, aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui... Mais maintenant, que faire? Que faut-il faire? Il faut une autorité. Il faut une autorité compétente d'une façon morale et politique pour redresser le pays. Il faut la réforme des corps. Et ça, vous le dites, vous comptez sur le même pouvoir qui est en place aujourd'hui. C'est ce que vous êtes en train de le suggérer? Non, 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 non. Je ne suggère rien de ce pouvoir. C'est un pouvoir qui a violé, issu des élections qui ont été frauduleuses. C'est un pouvoir que je pense que s'il y avait au moins des forces républicaines qui pourraient redresser comme ça a été le cas au Mali. Dans ce cas, il n'y aurait pas de chance que cela s'arrête aujourd'hui. Du coup. Bon, je dois vous dire sincèrement que la situation au Burundi aujourd'hui, elle est désespérée? Oui, je suis désespéré parce que ça va prendre du temps pour que les choses changent. Ça va prendre du temps. Mais quand même, ça finira par changer. Parce que la seule solution possible aujourd'hui, c'est que les criminels qui aujourd'hui font la promotion du crime, c'est que ces criminels quittent le pouvoir. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et je voulais aussi m'exprimer sur les réfugiés là. Juste en quelques secondes. Est-ce que quand on va dans les camps de réfugiés pour tuer, quand on va dans les camps de réfugiés pour enlever les gens, pour aller les tuer, quand on soutient que les réfugiés soient affamés, est-ce que c'est ça l'amour que l'on a de ces réfugiés? C'est ça l'amour qui explique que ces réfugiés, on les aime, on veut qu'ils retournent dans le pays? Et donc, c'est un langage et des actions contraires par rapport à ça. Faut-il d'abord tuer? Faut-il intimider? Faut-il donc affamer pour après protéger? Est-ce qu'on peut donner les deux à la fois? Donc, c'est contradictoire. Ce sont des contradictions. Et ça justifie que même si ces réfugiés retournaient dans le pays, ils seront maltraités, ils seront malheureux. Donc, je les conseille de ne pas rentrer. Mais je retiens quand même que vous avez dit que les choses finiront par changer. Et c'est quand même un mot d'espoir. Et c'est ça qu'on retient à la fin. Et c'est par ici que prend fin cette édition du Club de la Presse. Merci à nos invités, Ernest Nkurunziza, secrétaire exécutif du Force et psychologue, et Bonfils Nyongere, journaliste à la radio Inzamba Tekakawe. Merci à tous les deux. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.